Bonsoir. Bonsoir. J'ai vu sur... tu te rappelles de cet audio qu'on avait vu, là, cette vidéo plutôt, concernant l'émir Abdelkader. On se demandait s'il était franc-maçon ou pas. Le traité de franc-maçon, comme on traite, comme si c'était une injure, espèce de franc-maçon, va. Tu vois. Alors, comme j'aurais bien aimé donner la réponse qu'on avait faite, tu te rappelles, on avait fait une série sur la franc-maçonnerie. Oui, je me souviens pas très bien. Oui, on en avait fait au moins 3 ou 4, et tout a été perdu là quand j'avais arrêté le site à un moment donné. Et elles font partie de celles qui ont été perdues malheureusement. Donc j'aimerais bien que tu me redises ce qu'est un franc-maçon. Oh, ben, ce qu'il est devenu, je dois dire que je ne pourrais pas le dire précisément. Je sais qu'il est loin du compte par rapport à son origine. Mais par contre, à l'origine, les francs-maçons, je comprends même l'émir Abdelkader, si il s'est intéressé à la franc-maçonnerie, s'il en avait un aperçu qui correspondait à la franc-maçonnerie originelle, qui étaient donc des personnages qui avaient une connaissance de l'architecture universelle, donc de toute l'harmonie que représente en quelque sorte la construction même de l'univers. Raison pour laquelle ils appellent Dieu le grand architecte. Oui, tout à fait. Alors ceux qui sont devenus, il y en a un qui sait très bien en parler, c'est le libre penseur, lui. Peut-être, oui, c'est possible qu'ils connaissent. Moi, je connais pas. Ou peu, dans le sens que j'ai eu affaire à certains francs-maçons. Il y en a un ou deux qui voulaient m'attirer dans leur truc. Ouais. Qui était 33e grade, je sais pas, qui voulait que je rentre dans son nom à franc-maçonnerie. Apparemment, c'est à partir du 33e degré que ça commence à se corser l'histoire. C'est là que ça dégénère, quoi, vraiment. Je sais pas du tout. Ce que je sais, c'est que ça me paraissait un peu de l'enfantillage, et puis ça m'a pas intéressé, disons. Le bonhomme était sympathique, hein, mais ça m'a pas intéressé, ce qui m'était proposé. Il y avait un politicien qui a d'ailleurs fait son chemin depuis, et qui était là-dedans, qui était regardé comme un personnage qualifié. Moi, j'ai rien vu du tout. J'ai rien vu de qualifié, j'ai rien vu de qualificatif, rien. Voilà, en restant axé donc sur ce que j'avais comme connaissance de ce que pouvait être la franc-maçonnerie. Ouais. J'ai rien ressemblé à de la franc-maçonnerie. Voilà. Ouais. À présent, il s'est produit au cours de l'histoire des coupures énormes dans la franc-maçonnerie. Il y a eu d'ailleurs des tas d'écrits qui ont disparu à un moment donné, je ne sais plus. Il faudrait relire l'histoire. Il y a certainement des gens qui sont au courant de l'histoire avec il y a eu, je crois, au 17e ou 18e, un schisme dans la franc-maçonnerie. Il y en a eu un ou deux, disons, entre le Moyen-Âge et à nos jours, il y en a eu quelques-uns. Oui, il y a eu Weishaupt, apparemment, qui aurait créé cette branche-là qui a dégénéré, là. Actuellement, je ne vois rien qui ressemble, disons, de près ou de loin à la franc-maçonnerie que j'ai pu aborder, qui correspondait à celle qui était antérieure au Moyen-Âge, voilà. Qui était d'ailleurs celle du Moyen-Âge, qui s'est terminée, on pourrait dire, avec la construction des cathédrales. Quoi. Bah justement, alors tu vas nous en parler. On parlait de la construction des cathédrales, elle a été en quelque sorte le sceau de la chrétienté, dans le sens que c'était la fin de la chrétienté, cette époque. Oui. Le 14e siècle,
la fin de l'ordre du Temple, l'arrivée de Philippe le Bel, la mort de Jacques Mollet, et les tours inachevées des cathédrales, qui correspond à ces époques-là. Et cette construction de cathédrale, elle est due à une connaissance qui est connaissance architecturale, qui n'est pas le fruit d'une imagination fertile d'un personnage ou d'un autre. C'est l'univers en modèle réduit, une cathédrale. Ouais. Donc, si mes souvenirs sont exacts, c'était des maçons franchis par le roi. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. On peut se demander d'ailleurs pourquoi la franc-maçonnerie spéculative aujourd'hui conserve ce titre de maçon, puisqu'il ne doit pas y avoir beaucoup de maçons là-dedans. Il peut y en avoir, c'est possible. Disons, je n'en sais rien. Parce qu'il y a plutôt des politiciens, des gens de haut grade là-dedans. Oui, c'est une autre histoire. Moi, je te dis, celle qui m'a intéressé, c'est celle qui est la franc-maçonnerie. Le restant, ce que c'est devenu, tout un chacun peut commencer à faire une chimagrie et puis appeler ça comme il veut. Après, on n'arrive pas à tout suivre. Hein. Alors moi, j'ai pas suivi ces pérégrinations-là. Ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, ils ont conservé certains rites qui se sont perpétués, mais qui n'ont plus la même signification. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une autre genre de caste qui maintenant perpétue ces enseignements-là, ces connaissances? Parce qu'à l'époque, la caste des francs-maçons, c'était quoi comme caste, ça? Ça fait partie des Vaishas, Voilà. je sais pas, c'est difficile de mettre ça en rapport avec une caste. Ah oui, d'accord. Parce que c'est ni ceci, ni cela, quoi. C'est ni figue, ni raisin, comme on dit. Là-dedans, il peut y avoir, comme le phénomène des castes ici, n'a pas été mis en avant comme en Inde, ils n'en ont pas fait, disons, une règle précise. Il va y avoir peut-être là-dedans des personnages de différentes castes. Ouais. D'accord. Non, c'était un mouvement corporatif au départ. Voilà. C'est devenu une sorte d'un mouvement plutôt sectaire. Voilà. Voilà, d'accord. Il s'agit de faire partie du réseau et puis voilà, ou bien tu deviens un frère, et puis autrement tu n'es pas un frère, et puis voilà quoi. Mais pas frère dans le sens fraternité. Non, ça se veut ça, mais j'entends, ça sent la fourberie quand même à quelque part. Plutôt les privilèges et les échanges de faveurs entre les uns et les autres. C'est en tout cas comme ça que ça se termine, disons. Oui. À présent, est-ce qu'il y a certainement là-dedans des gens sincères qui croient qu'ils sont dans le bon plan? C'est fort possible. Hein. Voilà, ça c'est possible. Ouais. Mais enfin, on trouve dans ce milieu corporatif actuel, on trouve une bande de filous comme ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. Mais à l'époque, donc, c'était des gens qui croyaient donc en un Dieu unique et qui à travers leur travail, leur métier, on va dire plutôt, c'est plus noble, à travers leur métier, qui devenait un instrument dans les mains de Dieu, hein, si je comprends bien, pour réaliser ces belles choses qu'ils ont laissées comme vestiges de cette période-là, quoi, toutes ces cathédrales et tout. Oui, tout à fait. Voilà, d'accord. On se demande pour en revenir à l'histoire du Dieu unique, à part les historiens, il n'y a pas grand monde qui se sont
donné à des dieux multiples. Il y a eu des périodes où des mouvements de dégradation dans certains peuples, où il y a eu un redressement de situation qui s'est fait par l'arrivée d'un envoyé, par exemple, voilà, d'un prophète qui est venu rétablir l'équilibre. Mais autrement, toutes les traditions ont toujours considéré qu'il y avait un seul Dieu. À présent, que l'on regarde les attributs divins et qu'on les appelle divinités, ça n'est pas quelque chose qui est contradictoire au fait que ce soit un Dieu unique. Hein. Ouais. Parce que les noms divins qui sont par exemple dans le Coran, les 99 noms de Dieu, représentent les 99 attributs. Et encore, ce 99 est un nombre symbolique, ouais, qui rentre dans le cadre de la multitude, a défini des qualifications de Dieu, voilà. Oui, d'accord. Les attributs divins. Alors après, dans certaines traditions, on a mis l'accent sur tel attribut, tel autre, mais jamais il a été question sur le plan traditionnel d'attribuer, on pourrait dire, à un de ces attributs le fait qu'il soit lui, le Dieu, un Dieu à part, ou qu'il soit Dieu simplement par seul de ses attributs. C'est le fait qu'ils aient représenté ces attributs par des statues qui gênent la plupart des musulmans, tu vois. À chaque fois que je discute, on me ressort toujours, oui, mais bon, ils sont associationnistes, ils prient des statues, etc. Ouais, mais bon, actuellement, de toute façon, il ne s'agit plus de parler ni de musulmans, ni de personnes, ni d'une autre tradition. Tout est confus. Tout est confus. Ils n'ont pas mis dans l'islam, on ne fait pas de statuaire parce que il y a un risque, effectivement, à une époque comme la nôtre si sombre, il y a le risque de sombrer dans l'idolâtrie par rapport à telle ou telle figurine qui va prendre lieu et place de Dieu. C'est possible et c'est à juste titre qu'ils auront aboli tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'abolir dans une autre tradition, dans l'islam, que ça soit quelque chose qui ne se fasse pas. C'est fort bien, mais il n'y a pas à se mêler de juger dans une autre tradition du moment qu'ils le font, à les juger qui sont dans l'erreur. Ça n'a aucune raison d'être, ça ne tient pas debout. Mais le fait d'avoir supprimé les statues n'a pas empêché une partie du monde musulman de sombrer dans le matérialisme, dans tout un tas de choses qu'on peut considérer comme de l'associationnisme. Actuellement, on est dans le paganisme le plus total. Le Dieu actuel, c'est la monnaie. Voilà. C'est le seul Dieu auquel... c'est le Dieu unique, là. Tout le monde est prosterné devant, d'ailleurs, qu'il soit musulman, ou qu'il soit chrétien, ou qu'il soit païen, qu'il soit n'importe quoi. Ou hindou. On peut l'appeler n'importe comment, de toute façon, de prosterner devant. Ouais. Donc voilà quelque chose qui... C'est la vénération, donc, d'une idole. Voilà. Alors pour en revenir à ces francs-maçons, eux étaient donc croyants, on peut dire ça. Inévitablement, bien sûr. Et c'était des chrétiens. En tout cas, c'était des personnages, oui, mais ça va pas être compris, parce que qui c'est qui comprend ce que représente le fait de dire que quelqu'un est chrétien? Pour être chrétien, ça veut dire qu'il est catholique ou qu'il est protestant, qu'il fait partie d'une religion. Le christianisme, c'était un mouvement ésotérique. Voilà. Donc, ils étaient détenteurs de connaissances universelles qui en faisaient des personnages qualifiés, justement, pour être appelés des francs-maçons, et qui avaient la connaissance de l'architecture universelle.
Alors, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan la franc-maçonnerie et le soufisme Non, on ne peut pas faire des comparaisons parce que à un moment donné, c'est des choses très différentes. Il peut y avoir, à partir du moment où une corporation est en accord avec la tradition à laquelle elle appartient et que cette tradition est une tradition authentique, tout est bon. Mais simplement faire des comparaisons d'un à l'autre comme ça ne va pas faire. Dans chaque... il y a eu aussi des corporations de métiers dans les pays arabes ou dans les pays asiatiques, etc. Il y a eu des voies qui correspondaient à des voies par des travaux et des connaissances architecturales. Oui, d'accord. Et comme tu parlais d'ésotérisme chrétien, moi je me suis dit, bon, par rapport à l'ésotérisme musulman, on peut faire ces comparaisons-là, quoi. Oui, mais c'est des comparaisons qui n'ont pas à être faites, ou bien il faut rentrer dans un domaine précis, alors. On va parler des constructions, alors dans le soufisme, est-ce qu'il y a des constructeurs? Ben, tous ces gens, probablement, puisqu'il y a eu quand même des... Oui, des constructeurs de mosquées. Oui. Est-ce que ça rentre dans le cadre du soufisme? Ah ben non. Eh ben alors, dans ce cas-là, ben voilà. Donc. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, c'est difficile de faire un parallèle, finalement. Ben, pour faire un parallèle, il faut voir la chose, il faut bien regarder l'histoire. Après, comment on fait des comparaisons qui sont arbitraires? On ne peut pas comparer. Ouais. Il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Donc, en gros, alors pour conclure, un franc-maçon, c'est quoi? Ben, écoute, il faut plonger dans une étude sur le compagnonnage. Il y a Guénon qui a écrit quelque chose de fort intéressant sur c'est un aperçu sur le compagnonnage oui. et la franc-maçonnerie. Il faut plonger dedans. Sûrement, c'est pour savoir ce que c'est. Là, on dit 2 ou 3 mots en passant pour donner une petite idée de où il faut aller chercher. Mais on peut pas cibler la franc-maçonnerie et en donner une explication claire et nette. C'est pas possible, ça. C'est des choses dans lesquelles il faut rentrer, il faut les vivre. Il faut comprendre ce que c'est. Autrement, ça ressemble à rien, ça reste néant. Oui, toutes les explications, de savoir celui-ci, celui-là, quand, à quelle heure, ça va pas loin, tout ça. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, Guénon a écrit 2 tomes, d'ailleurs, là-dessus. Oui, le tome 2, il est introuvable. Hein. Mais de bien étudier cet écrit-là, il va falloir se cramponner pendant un bon moment, parce qu'il faut méditer là-dessus, il faut bien réfléchir, chercher, et puis se mettre dans une disposition particulière. Et si tu veux te plonger là-dedans, tu fais, puis si dans 3, 4 ans, 5 ans, tu as compris ce que c'est, ben ça aura été rapide. Ah bon? Mais bien sûr, c'est comme ça que ça va les choses. Ouais. Alors, c'est pas en un quart d'heure de discussion que on va où? Ouais. On va nulle part. D'accord. Ok. Bon, bah écoute. Ce qu'on a pu dire d'intéressant, c'est qu'il faut lire Guénon dans son aperçu. Il commence à m'énerver, lui. Ah ben, en l'occurrence, il faut rentrer à cœur dans les sujets. Autrement, c'est le menu, on lit le menu, là. Oui, on lit, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça va pas plus loin, hein. Ok. Allez, je te remercie, à bientôt. Ah ben, toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.